Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures et nous sommes bien sûr sur Sud Radio. Alors, un terme qui est entré dans le langage courant, c'est le terme de consentement. Mais sa définition est assez variable suivant les individus. Pour certains, il s'agit juste d'être d'accord pour avoir une relation sexuelle. Pour d'autres, il faut d'abord consentir à être embrassé, puis à flirter et éventuellement à avoir un rapport sexuel à condition quand même qu'au bout, il y ait du plaisir. Et puis, on entend aussi des femmes considérer que si elles n'ont pas obtenu ce qu'elles désiraient, c'est-à-dire ce qu'elles voulaient en dehors de l'acte sexuel, eh ben quand même elles ont été un petit peu abusées. Bref, c'est un sujet assez délicat, mais peut-être qu'il serait bien déjà de voir comment on peut parler aux ados de cette notion de consentement afin de les préparer à leur vie future amoureuse, et puis surtout essayer de ne pas trop nuire au rapport de séduction, parce que sinon s'il faut commencer à s'envoyer des SMS sur des contrats de consentement, c'est peut-être un petit peu contraire à ce qu'on appelle les rapports de séduction. En tout cas, c'est l'objectif de Stéphane Clerget qui est avec nous et qui a eu envie d'aborder ce thème. Et je vous invite à témoigner. Est-ce que vous comprenez bien ce terme de consentement? Venez nous le dire au 0826 300 300. Bonjour Stéphane Clerget. Bonjour Brigitte. Alors, est-ce que vous consentez à faire cette émission pendant 2 heures avec moi? Oui, 3 fois oui. Même si vous n'obtenez pas tout le plaisir que vous en escomptez. Je pense que j'aurai davantage de plaisir encore que je l'imaginais. En tout cas, vous êtes pédopsychiatre, vous consultez, vous avez évidemment beaucoup d'adolescents qui viennent vous voir. C'est un vrai sujet pour les ados. Oui, alors on le sait pour les adultes, on oublie que ça l'est beaucoup pour les ados qui entrent, si j'ose dire, dans la sexualité. Et c'est vrai que moi et mes confrères, on reçoit de plus en plus d'adolescentes qui se posent la question: est-ce qu'effectivement j'ai consenti ou pas? Alors ça, c'est pas uniquement évidemment pour des relations sexuelles avec pénétration, c'est aussi pour se baiser, pour un flirt, cette main posée là. Et donc les adolescentes se posent beaucoup de questions et imaginent volontiers qu'elles n'étaient pas tout à fait consentantes, qu'on les a agressées, qu'on les a contraintes. Et je vois aussi beaucoup de garçons qui s'inquiètent et qui se demandent comment faire, à quel moment, comment savoir si la jeune fille est consentante ou pas, qu'est-ce qu'il faut demander, est-ce que si je pose la main sur l'épaule, je dois demander avant? Bref, il y a beaucoup d'interrogations et très peu de réponses, parce que les parents sont aussi démunis qu'eux sur ces sujets-là, qui sont assez inédits finalement aujourd'hui. Très nouveau en tout cas. Oui. Je crois qu'il y a aussi une peur chez les hommes, enfin chez les ados hommes, de peut-être ensuite être accusés parce qu'ils auraient été un peu plus loin que ce que voulait la jeune fille. Oui, cette peur existe vraiment, et puis c'est vrai qu'ils le sont, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de plaintes chez les jeunes gens, pas que chez les adultes, de plaintes qui sont déposées contre des adolescents ou des jeunes adultes, et donc on voit effectivement beaucoup de garçons qui sont très inquiets. Alors ils n'ont pas forcément peur du procès, mais ils se posent aussi la question: est-ce qu'ils ont bien fait? Est-ce qu'ils n'ont pas forcé? Et donc c'est un vrai sujet pour eux, et ça peut être aussi un blocage pour la sexualité. Alors pour que ce ne le soit pas, il s'agit de les conseiller vraiment sur comment faire, Et du coup, c'est vraiment, vous l'avez dit, des nouvelles règles de séduction et d'approche qui doivent se mettre en place aujourd'hui en 2022. Moi, il y a une chose qui me gêne beaucoup dans ce terme de consentement, Stéphane Clerget, c'est que finalement, on est un peu avec quelque chose qui correspond pas tout à fait à ce qu'on appelle les émotions, les ressentis, les sentiments. Le consentement, ça semble être quelque chose de très en rapport avec la raison. On consent à épouser monsieur ou madame. Oui. Mais là, c'est une réflexion de longue haleine. Le consentement me paraît pas le terme adapté. Je sais pas ce que vous en pensez. Bien sûr, vous l'avez dit, c'est une question d'abord d'émotion, de ressenti, et on ne sait pas toujours ce qu'on veut véritablement dans ces domaines-là, surtout encore une fois chez les plus jeunes. Donc on ne sait pas très bien à quoi on va consentir quand on dit oui, je consens. Et certaines filles, on va dire, mais ça peut être aussi évidemment des garçons, on va prendre l'exemple de filles, certaines filles peuvent
consentir à quelque chose en pensée et le garçon imaginer qu'il s'agit d'autre chose. Et comme on ne sait pas forcément bien ce qu'on va ressentir, on peut dire non, c'est pas ce ressenti-là que je voulais. Moi, je consentais à cette pratique, mais je voulais ressentir autre chose. C'est pas vraiment ce que je voulais. Et puis, vous l'avez dit, c'est des émotions. Or là, le consentement impose de verbaliser. C'est-à-dire qu'il faut que les choses soient dites. Et c'est très dur quand on est jeune de mettre des mots sur ce qu'on veut. Déjà, faut oser. On n'assume pas forcément ce qu'on veut. Et puis, il faut trouver les mots. On les a pas forcément. Donc, c'est archi compliqué pour les jeunes. Alors, c'est difficile pour les jeunes, mais c'est difficile aussi Je pense, oui, ensuite, de toute façon. Et peut-être aussi que ça nuit à la spontanéité, non ? Ah bah de fait, oui, le consentement, par définition, nuit à la spontanéité. Alors bon, oui. Alors après, la spontanéité peut aussi être dangereuse. C'est-à-dire, spontanément, on peut faire des choses malsaines, brutales, violentes, contraignantes, surprenantes. Donc là-dessus, c'est pas mal. Mais c'est sûr que ça retire toute surprise, puisqu'on dit justement que l'agression sexuelle, comme le viol, ça peut être par surprise. Donc la surprise est devenue interdite. Or, on a beaucoup écrit sur la surprise de l'amour. Alors, il est évident que la surprise du viol est interdite, et ça, je crois qu'on est tous d'accord, mais j'ai quand même l'impression que cette idée de consentement enlève la spontanéité de la pulsion, du plaisir, de quelque chose qui serait... Après tout, oui, on peut parfois se laisser emporter par une pulsion, puis après se dire, bon, j'aurais mieux fait de m'en passer. Et alors ? Oui, la pulsion de celui qui agit, mais aussi la pulsion de celui ou celle qui accepte de recevoir. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc oui, bien sûr, ça implique de maîtriser ses pulsions. De fait, à un âge où, par définition, on a un peu de mal à les Mais est-ce qu'il faut maîtriser totalement ses pulsions ? Alors, je veux dire, encore une fois, est-ce qu'il ne serait pas plus intelligent d'essayer d'avancer et d'aider les ados à apprendre à dire non quand ils sentent que ça va plus loin que ce qu'ils voudraient, plutôt que de mettre en place un terme de consentement ? Enfin, ça, c'est mon opinion. Oui, mais après, j'entends bien. Après, il y a la loi et puis les parents qui veulent protéger leurs enfants. Donc, oui, il y a le non, mais il n'y a pas que le non, il y a le oui. Le non ne suffit plus au consentement. C'est-à-dire, non, je ne veux pas ça, mais maintenant, il va falloir aussi qu'on dise oui, je veux bien ça. Donc ça rend les choses évidemment plus complexes, moins spontanées, c'est certain, mais le droit va nous imposer ça. Donc, oui, j'entends bien qu'on va vers ça, et après tout, je m'adapte à la loi, il est évident, mais je pense qu'on perd un peu de liberté sexuelle. Je pense qu'on va peut-être un petit peu dans une direction qui, me semble-t-il, n'est pas la bonne. Encore une fois, je ne pense pas qu'il faille faire tout et n'importe quoi, et que la liberté sexuelle, c'est accepter tout. Hein. Attention, c'est pas ce que je veux dire. Mais est-ce qu'on n'est pas finalement à vouloir protéger plus encore les femmes au lieu d'essayer de les libérer justement sur leur désir sexuel, plutôt que de tout le temps penser qu'elles peuvent être des victimes de la pulsion du mal ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on pense offrir plus de liberté dans le choix, et à la fois, évidemment... Mais c'est une restriction. On restreint, oui, on limite évidemment certaines formes de liberté sexuelle. Ça peut aller jusque-là, oui, mais les humains, on a toujours eu beaucoup de mal avec la sexualité. Hein, et de tout temps, il y a eu des règles qui ont évolué, des contraintes qui ont évolué. Depuis la nuit des temps, il faut que j'arrête de me battre alors pour libérer la sexualité humaine. Il est temps que je prenne ma retraite. Je sais pas, non, surtout pas. Il faut qu'il y ait un discours comme le vôtre, c'est indispensable. Mais je pense qu'il faut surtout effectivement une réflexion permanente sur ces sujets fondamentaux. Mais la sexualité, c'est une telle forêt vierge. Alors oui, à un moment, il y aura vierge, le terme est mal choisi, Stéphane Clerget. Vierge ou pas vierge. Toutes les femmes vont être vierges, elles vont plus jamais consentir par peur d'être abusées. Vous savez, c'est que sur la planète, bientôt, il n'y aura plus de forêt du tout. Donc, comme ça va diminuer le nombre de... Vous savez qu'on est 8 milliards, ça y est. Oui, hein. oui. D'humains, mais il y a beaucoup d'autres espèces sur Terre qui disparaissent en revanche. Je suis bien d'accord avec vous. Bon, donc finalement, ne baisons plus, comme ça l'être humain va finir par disparaître, et ça va permettre à des tas de petits animaux de survivre, et qui, eux, ne se posent pas la question du consentement. Hein. C'est vrai. Vous êtes bien d'accord. Bon, bref, le débat est ouvert. Que pensez-vous du consentement ? Est-ce que c'est un bon terme ? Qu'est-ce qu'il faut dire à nos ados ? Et je crois que c'est surtout ça le vrai sujet, parce que c'est quand même nos ados demain qui auront une sexualité qui, j'espère, sera la plus harmonieuse possible. C'est Serge, dans un instant, justement, qui va en parler et qui a abordé cette question, je crois, avec sa fille.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Stéphane Clerget, on essaye de comprendre de quoi on parle quand on parle de consentement. Vous avez évidemment la possibilité de venir poser vos questions. Stéphane Clerget, vous êtes visiblement dans la tourmente de cette question. Vous êtes pédopsychiatre et évidemment, beaucoup d'ados se posent cette question-là. Bonjour Serge. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité Stéphane Clerget. Bonjour. En fait, je vais vous raconter un petit peu mon histoire, comment j'ai pu aborder avec ça plaisir, oui. Avec mon ado, qui est une fille. Alors, j'ai une ado et un pré-ado, qui est un garçon. Elle a quel âge, votre fille? Elle a 15 ans. Ah oui, donc on est dedans. Ouais, on est en plein dedans. Donc, en fait, comment ça a pu se faire, c'est que un jour, elle me dit, tiens, cet après-midi, il faudrait que tu me déposes chez le médecin. Donc je lui dis oui, d'accord, pas de problème. C'était un médecin, une adresse qu'elle m'a donnée que je ne connaissais pas, enfin, que je ne m'identifiais pas en tout cas comme étant son médecin habituel. Et puis je la dépose, je vois la bâtisse qui ressemblait pas vraiment à un établissement médical. Et bon, je la dépose, je lui dis tu veux de l'argent pour payer le médecin? Elle me dit non, c'est bon, c'est payé, j'ai pas besoin. Bon, ok. Alors évidemment, je sentais un petit peu l'embrouille, et puis je suis allé vérifier cette adresse-là et je me suis aperçu qu'en fait c'était le planning familial. Ah bah c'était un demi-mensonge alors. C'était un mensonge par omission, on va dire. Si vous voulez. Donc évidemment à son retour, je la récupère et bon, je sais pertinemment pourquoi on va au planning familial. Donc la discussion a été pour des problèmes d'ado, on va dire. Non, mais ça peut être pour demander une contraception, ça peut être parce qu'elle est enceinte, enfin ça peut être quand même pour différentes raisons quand même. Exactement, et donc comme je ne connaissais pas la raison, oui. j'ai cherché à investiguer un petit peu plus loin, quoi. Donc, alors effectivement, bon, alors je passe les raisons pour lesquelles elle y était allée, qui n'étaient pas vraiment directes à elle, mais ça m'a permis effectivement d'aborder le sujet. Donc, pas uniquement du consentement, mais d'une manière un petit peu globale, évidemment, sur les MST, sur les relations hommes-femmes à cet âge-là, les différences d'âge, parce qu'évidemment, les ados sont souvent séduites par des jeunes hommes qui sont plus âgés qu'elles. Donc, j'ai un peu abordé ces différents thèmes et effectivement, ce que j'ai conclu par la phrase suivante, je dis, en tout cas, ce qui est important, c'est que tu ne fasses pas quelque chose dont tu n'as pas envie. Et de ce fait, évidemment, on est parti un petit peu là-dessus. Et puis, sa réaction à elle, c'était surtout dans l'écoute. Et puis voilà, on est resté un petit peu là-dessus. Enfin, en tout cas, on a eu une discussion assez riche à ce propos-là. Et puis j'ai essayé de mais j'ai l'impression que les ados sont plus aussi naïfs que ce que nous on pouvait l'être à une époque antérieure. Sans doute. En tout cas, ils en parlent. Ils parlent de sexe beaucoup plus que nous. Est-ce que pour autant ils en parlent avec beaucoup de connaissances? C'est moins sûr. Mais en tout cas, ils peuvent avoir des informations et pour autant se laisser manipuler. C'est-à-dire que la naïveté, c'est ce qui fait que on peut se laisser manipuler et qu'on peut se laisser influencer. Donc ça, les ados restent facilement manipulables. C'est pour ça que j'ai insisté effectivement sur le fait qu'elle ne fasse pas quelque chose contre son gré, quoi. Mais vous avez évoqué le terme de consentement ou pas? Oui, complètement. Consentement, j'ai peut-être pas dit, je me rappelle plus exactement, j'ai peut-être pas dit exactement ce terme-là, mais enfin, en tout cas, ce que j'ai essayé de passer comme message, c'est que c'était elle qui devait rester maître de son corps, et puis qu'elle ne devait pas, parce qu'il y a les images aussi beaucoup maintenant avec Internet, il y a des images, donc on est dans la performance, le quand dira-t-on, à quoi je vais passer, soit pour une nulle, soit pour
quelqu'un de trop. Voilà. Mais je crois qu'il y a une chose quand même importante encore à dire aux jeunes filles, quoi qu'on en dise, les jeunes filles peuvent encore, parce que tout d'un coup elles ont un petit coup de cœur pour un garçon, se laisser aller plus loin qu'elles ne voudraient. Je crois que ça c'est quand même quelque chose que on a tendance aujourd'hui à penser que non, ça n'existe plus, l'attente du prince charmant, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, Stéphane Clerget ? Moi, je pense que c'est tout à fait vrai dans le sens où elles réfléchissent pas forcément à ce qu'elles veulent. Et le terme de consentement là-dessus est intéressant parce que consentir, ça doit être, vous l'avez dit, monsieur, maître de son corps, maître c'est maîtrise, c'est-à-dire qu'il faut vraiment réfléchir en amont à ce qu'on veut et à ce qu'on veut pas, mais aussi à ce qu'on veut. Et avant de s'engager dans quoi que ce soit, savoir vers quoi on a envie d'aller, ce qu'on a envie de faire avec son ou sa partenaire. Et ça, il faut maintenant que la jeune fille réfléchisse et le décide. Et je crois que ça c'est quand même un message, enfin moi c'est en tout cas ce que j'ai envie de dire aux parents qui nous écoutent. Si vous avez une ado qui a entre on va dire 13 et 16 ans, 17 ans, il faut peut-être pas aborder le sujet uniquement sur le terme de consentement, mais aussi sur le terme de, tu sais, tu peux avoir beaucoup d'attirance pour un garçon parce que tu penses que tu es amoureuse, que c'est peut-être l'homme de ta vie. Attention quand même d'être sûr qu'il est sérieux et c'est peut-être un discours qui paraît d'avant-garde, enfin d'ancienne garde plutôt, pardon, mais ça me semble quand même important. Qu'est-ce que vous en pensez, Serge ? La difficulté, c'est que vous le savez qu'après, s'il était sérieux. Quand même, on a quand même, on sait Ouais. quand même. Par rapport à ce qui se dit sur cette personne, par rapport à son passé, son antériorité. Après, la difficulté, c'est que souvent les jeunes filles de 13-15 ans, elles vont être plutôt attirées par des garçons de 17, 18, 19 ans. Raison de plus pour les mettre en garde. Exactement. Ouais, exactement. Et c'est là où la difficulté. Après, effectivement, on est confronté à cette espèce de performance parce qu'il y a aussi les images internet qui font penser aux jeunes filles que voilà, il y a des passages obligés et dès la première fois, il faut être performant, quoi. C'est la difficulté. C'est vrai. Pour il y a aussi ce problème-là, oui. Et il y a l'impulsivité propre aux ados, c'est-à-dire garçons ou filles, ils aiment bien que ce soit rapide. Ils ont du mal à attendre, ils sont impatients. Il y a des adultes comme ça, mais les ados sont impatients et si ça se fait pas aujourd'hui, ils ont très peur que ça se fasse jamais. Et donc c'est vrai que dans l'éducation, il faut aussi leur apprendre à attendre, à différer. Il n'y a jamais urgence à avoir une relation sexuelle ou à avoir une pénétration. C'est-à-dire qu'on peut toujours différer un peu les choses. Et ça, c'est quelque chose qui peut être transmis aux garçons comme aux filles. Et justement, un jeune garçon sérieux qui a vraiment une attirance pour votre fille, Serge, c'est quelqu'un qui la bousculera pas le premier soir parce que justement, soi-disant, ils sont amoureux. C'est en tout cas le message que j'ai essayé de passer. Mais après, voilà. Serge, on fait ce qu'on peut. Après, voilà. Vous avez raison. Ça se passe entre quatre yeux, nous on n'est pas là. Et voilà. Et de toute façon, tous les conseils que nous on peut donner, ils sont forcément interprétés. Voilà, les parents, on n'est souvent pas les meilleurs confidents ou les meilleurs donneurs de leçons envers les enfants, quoi. Écoutez, vous avez fait votre boulot. Après, comme vous dites. L'expérience parfois est de meilleurs conseils que les conseils. Oui, et le fait qu'elle aille au planning familial, en tout cas, ça veut dire qu'elle a besoin. Bon, oui, c'est bon signe. C'est qu'elle veut avoir des conseils et elle a des questions à poser. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Oui, elle a la notion des choses, en tout cas, votre fille. Ouais, donc ça, c'est déjà pas mal. Merci Serge, en tout cas. Merci d'avoir commencé cette émission avec nous. Vous aussi, venez réagir. Le consentement, comment vous en parlez avec vos ados. 0826 300 300. On est toujours avec Stéphane Clerget, bien sûr. Et dans un instant, nous retrouvons Soisig Belin. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Stéphane Clerget, nous retrouvons Soisig Belin, journaliste, qui va nous parler du sexe interdit et des sources historiques sur la chose. Sur la chose. Brigitte, vous savez que j'aime bien vous dégoter des petites pépites livresques. Eh bien, je suis tombée sur cet ouvrage, cette somme de plus de 500 pages paru il y a quelques semaines aux éditions de l'Iconoclaste. Le sexe interdit, la sexualité des Français et sa répression par Fanny Bugnon et Pierre Fournier. Tous les mots-clés sont là. Le sexe comme un danger, comme un péché, comme une activité licencieuse, mais nous y reviendrons.
Tout d'abord, les auteurs. L'une est maîtresse de conférences, on dit maîtresse, de conférences en histoire contemporaine et études sur le genre à l'université de Rennes 2. Et l'autre est ancien élève de l'École nationale de Chartres et conservateur du patrimoine aux Archives nationales. Alors, il me semblait important de le préciser, leur cursus, pour poser davantage le type d'ouvrage auquel on a affaire. C'est du sérieux, qu'on se le dise. Et pourtant, il se lit, il s'effeuille page par page avec la plus grande facilité parce qu'il vient titiller notre curiosité. Et il fait aussi appel à cette part de voyeurisme que nous avons tous un peu enfouie en nous. Alors pour ma part, ce livre me rappelle, et non sans une certaine nostalgie, mes années d'étudiante en histoire et ce besoin de fouiller, que dis-je, de fouiner dans les sources primaires, les documents d'époque écrits dans des langues complexes souvent. Le vieux français par exemple, ça n'a pas l'air complexe comme ça, mais je vous assure, il faut une sacrée dose de curiosité pour surmonter des textes manuscrits écrits dans une langue qui semble être la nôtre sans l'être tout à fait. Bref, j'en viens au fait. Ces deux spécialistes se sont donc intéressés à la sexualité des Français du Moyen-Âge à la première moitié du XXe, un domaine de l'histoire qui trouve sa place dans ce que l'on nomme l'histoire sociale, l'histoire des mentalités et des sensibilités. Et donc, ils ont fait le pari de raconter la petite histoire, celle du tout un chacun, pour rendre plus visible la grande histoire, celle que l'on fait découler de dates importantes et d'événements plus universels. Autant vous dire qu'à notre époque, un boursouflé d'égocentrisme, les histoires intimes se multiplient et cela ravira certainement les historiens de demain parce que vous vous doutez bien que la sexualité n'a pas toujours été un sujet facile, abordable par tous, un sujet public. Il ne l'est d'ailleurs toujours pas, il l'est davantage, mais des tabous demeurent et il reste des personnes pour qui le simple mot coït est inconvenant. Alors, vous me direz, Soisic, vous êtes bien gentil, mais des livres sur la sexualité, il y en a pléthore aujourd'hui, toutes qualités confondues. Et oui, mais des livres qui vous amènent à faire un cheminement intellectuel, des livres qui vous offrent comme ça des extraits, des documents qui ont servi au travail d'analyse, des livres qui vous plongent dans l'envers du décor du travail d'historien, il n'y en a pas tant que ça. Alors, comment fait-on pour connaître la sexualité de nos aïeux ? Eh bien, le travail se fait en négatif. Ce sont avec des documents juridiques, canoniques, et dans un second temps, les ouvrages dédiés à l'éducation et aux bonnes mœurs, qu'on va du coup décrypter. Ce sont donc les interdits qui vont nous éclairer sur ce qui était permis. Et les types de documents vont évidemment évoluer et varier selon les époques. Je prends un exemple. Dans une époque médiévale soumise au christianisme, vous vous doutez bien que les documents ecclésiastiques sont une manne indispensable parce que c'est l'Église qui donne le là et définit ce qui est licite et ce qui est illicite. Tout ce qui se situe en dehors de la dette conjugale, entendez par là la sexualité entre époux dans un but procréatif, est illicite. Alors je vous lis un petit extrait de ce qui est illicite. La position moulière super virum, la femme sur l'homme, c'est illicite, qui laisse donc trop d'initiative à l'épouse. La position à rétro, donc par derrière, est illicite. La pénétration buccale ab ore est illicite. Les pollutions mutuelles grâce auxquelles les époux peuvent se donner du plaisir et amener l'homme à éjaculer hors du vagin, évidemment, c'est illicite. Ouais, mais comme c'est transgressif, c'est super excitant. Hein. Oui, mais c'était. Est-ce que c'est, voilà, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'était quand même pratiqué ? Est-ce que les interdits étaient pratiqués ? Voilà. Donc tous ces. Qu'est-ce que vous en pensez, Stéphane ? Moi, je pense que on nous parle du Moyen Âge et c'est très intéressant parce qu'on voit que finalement c'était, grâce à tous ces interdits, une grande période de liberté sexuelle. Parce que comme tout était interdit, on était tous pécheurs. Donc ça relativisait les choses. Exactement. Et que la position, par exemple, je ne sais pas comment vous avez dit, à des trop par derrière. Oui. La levrette, quoi, soyons clairs. Mais du coup, par exemple, on parle de l'homophobie du Moyen-Âge, mais finalement, pénétrer une femme par derrière ou par un homme par derrière, c'était aussi péché. Donc il y avait, avec tout ça, finalement, pas mal de liberté par rapport aux siècles qui ont suivi. On sait d'ailleurs que le Moyen-Âge était assez libertaire et assez... Finalement, oui. Bon, le Moyen-Âge, il y avait aussi quand même de grands écrits que l'on connaît, de saints et de théologiens, comme saint Thomas d'Aquin au XIIIe, qui a écrit une somme théologique qui définit les différents types de luxure. Il y en aurait 4 selon lui. Il y a aussi les écrits de Jean de Gerson au XVe qui propose un manuel destiné aux confesseurs intitulé Traité des mollesses. Bon, il y a également les archives, la justice qui condamne des actes adultères. Alors c'est assez marrant, vous voyez, il nous parle du procès pour adultère de Féliso Sourda qui habitait à Troyes en 1504. Il y a un côté un peu people de l'époque aussi. Voilà, donc c'est très intéressant. Et à partir de l'époque moderne, évidemment, c'est la peur des maladies comme la syphilis qui vient s'ajouter à la peur de corrompre
rompre son âme. La médecine sera d'ailleurs une source importante à partir de l'époque moderne, une sorte de chaperon sociétal sur tout ce qui concerne la chose, et cela jusqu'à aujourd'hui, même si il y a des experts aussi qui viendront apporter leur pierre à l'édifice qu'est la sexualité. Bon, pour résumer très rapidement ce livre, qui apporte quand même une vue d'ensemble sur un sujet qui est quand même très très vaste. C'est le poids religieux, c'est le viol, la notion de consentement déjà existante à l'époque, la stérilité, il nous parle d'infanticide, d'avortement, il nous parle de sorcellerie, des vices sodomites, des audaces de certains et de la censure des autres, du commerce, de l'acte charnel, de la pornographie, du libertinage, de la police des mœurs au 18e, de la masturbation interdite, souillure, qui rendrait sourde, aveugle et que sais-je, des croyances, de la notion de plaisir, quand même, de la marginalisation de certaines sexualités et les industries également et la consommation de sexe. Bref, c'est un beau panorama et un ouvrage accessible et passionnant. D'accord. Le voici. Le sexe interdit, donc bon. Voilà. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est dans ce qu'a dit Swazik aussi, c'est qu'on est passé finalement des interdits religieux et à partir de la fin du 18e aux interdits médicaux. C'est les médecins qui ont pris le relais de la morale religieuse. Mais c'est le cas aujourd'hui. Oui. On a vu avec la polémique par rapport à la Covid, c'est la médecine qui a pris le pas sur la religion. Je pense que c'est vraiment le nouveau dogme. Dictature sanitaire. Oui, absolument, absolument. Et de toute façon, on n'empêchera jamais les êtres humains avoir envie de transgresser les interdits et quelque part, pourquoi pas. Mais bon, après, que ce soit évidemment entre adultes consentants, ça je crois que c'est ce qu'on essaye de répéter sans cesse dans cette émission depuis une vingtaine d'années. Merci Swazik Belin, en tout cas, je vois que ça vous a passionné ce livre. Il est passionnant parce qu'il y a tout un tas d'exemples, vous voyez, non, il y a un côté ce que je me méfie toujours de ce genre de livre, c'est le parti pris des auteurs. Mais après, je ne l'ai pas lu, donc... disons qu'il tente de rester quand même assez objectif. C'est quand même une historienne, elle sait faire son travail. Oui, non, mais on peut être philosophe, historien, médecin, on est forcément toujours un petit peu subjectif, quoi qu'il en soit. Et moi la première, d'ailleurs. Oui, évidemment, mais... Non, je trouve que le travail est bien fait, il n'y a pas de prise de parti trop... C'est fait avec intelligence. Je vous crois. Voilà. Merci Swazik Belin. Je vous en prie. Merci beaucoup. Bonjour Isabelle. Bonjour Brigitte. Alors justement, tiens, puisqu'on parle de transgression sexuelle, qu'est-ce qui vous exciterait le plus, vous, que vous n'avez peut-être pas pratiqué ? Écoutez, ça serait d'avoir 2 partenaires. Eh oui, un fantasme tellement fréquent, 2 hommes pour vous toute seule. Oui. Mais c'est quoi, c'est l'idée d'être 2 fois pénétré, c'est ça ? Ou d'avoir un homme et puis un autre qui vous caresse Ça serait plutôt, l'idée d'être 2 fois pénétré, que ce soit totalement entouré. N'est-ce pas ? Oui, mais c'est un fantasme féminin assez fréquent, assez pas si simple que ça à réaliser, d'ailleurs. Absolument. Et oui. Pourquoi, finalement, d'après vous, Brigitte ? Pourquoi c'est pas facile à réaliser ? Parce qu'il faut trouver 2 hommes suffisamment complices. Vous voyez, on va pas. Vous en avez un qui vous drague, ok. Vous attendez qu'il y en ait un deuxième, et hop, vous les réunissez. C'est pas très simple. Oui, d'accord. En pratique, oui, la mise en pratique. La mise en pratique. La mise en situation. Oui. Non, sinon, sur le plan technique, c'est assez facile à réaliser. Je vous l'accorde. Mais c'est vrai qu'il faut trouver deux hommes qui sont d'accord et qui donc a priori qui se connaissent évidemment. Bon, deuxième question, Isabelle, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être avec un homme qui avait une panne sexuelle? Oui. Ah oui, vous n'avez pas le second pour pour pallier la panne. Et oui, voilà pourquoi il en faut 2. La roue de secours. Et alors, comment vous avez réagi? Très simplement, en fait. Il n'y a pas de problème, quoi. Oui. Si, il y a un problème, mais bon, on fait comme si. Mais c'est pas grave. Bon, et dernière question. Est-ce que la sodomie vous tente? Pas du tout. Alors, comment vous ferez si vous en avez 2? Il y a d'autres possibilités. Il y a d'autres possibilités que la sodomie. Non, la sodomie ne tente pas du tout. Mais pas du tout. Pas. Bon, écoutez, restez avec votre fantasme, alors ne le réalisez pas. Bon, allez,
plus sérieusement, vous pouvez poser une question à Stéphane Clerget. Allez-y. Ah, c'est pas facile. En fait, c'est vrai que cette question du consentement, c'est vraiment délicat et je sais pas trop quelle question poser, mais je me disais que tout ça, ça manque beaucoup de poésie en fait. Voilà, quand j'entends parler les gens, quand j'entends tous ces débats qui se font sur on veut pas, ça me paraît lourd. Je suis d'accord avec vous, c'est drôlement intéressant ce que vous dites. Ouais. Cette dimension de poésie qu'on retire avec cette espèce de contrat. Hein. Soisy, hors antenne, nous disait qu'il y a même maintenant des applications, on doit signer des contrats où on dit ce qu'on veut pas. Et vous avez raison, ça manque de poésie, et la poésie c'est drôlement important pour le ressenti et pour le plaisir. Et du coup, comment faire pour rendre ça poétique ? Et peut-être grâce au verbe et à la qualité du verbe, mais on n'est pas tous littéraires. Et l'idée, ça serait de dire les choses, mais de consentir aux choses, mais de manière très littéraire, très poétique. Il faudrait peut-être se parler du consentement, mais de manière poétique. Il faudrait que les poètes nous aident en écrivant des j'aimerais bien faire ceci, faire cela, mais en le disant de façon poétique. Il y aurait une piste, un marché finalement de la poésie là-dedans. Comme on dit d'ailleurs que les livres de J'aimerais poésie... te caresser la main et peut-être remonter jusqu'à l'épaule, et si tout allait bien, redescendre jusqu'à la pointe du sein. Mais voilà, comment faire pour que les ouvrages poétiques se vendent à nouveau ? Oui, retourner dans plus de contact, dans plus apprendre aux gens à se regarder, à comprendre le langage du corps. Ah oui, mais légalement, ça marche pas. Ça marche pas. Légalement, il faut des mots. Hein. Et d'ailleurs, vous parlez du regard, Isabelle, mais il y a des femmes qui, parce qu'un homme la regarde un petit peu trop intensément, se sentent déjà harcelées. Hein. Oui. Ah ouais, c'est ça le problème, c'est que... C'est terrible parce que ça nous enlève beaucoup de plaisir aussi à nous les femmes. Hein. Mais je suis 100% évidemment d'accord avec vous. Et ce qui m'embête beaucoup, c'est que j'entends plus de femmes qui disent la même chose que ce que vous venez de dire, Isabelle, que le contraire. Et j'ai l'impression que c'est une sorte de courant comme ça, très sectaire, mais qui n'est pas majoritaire. Ouais, non, mais et qui influence évidemment ceux qui n'ont pas, enfin ceux qui ne savent pas quoi. Qui n'ont pas connu autre chose. Hein. Mais bon, cela dit, c'est vrai qu'on manque, on ferait bien de revenir un peu avec plus de poésie dans le monde actuel. Hein. Ça, je suis d'accord, de toute façon. Oui, parce qu'à l'inverse, on pourrait aussi parler des hommes qui, ok, j'ai rempli le contrat, j'ai fait ce que tu m'as dit, donc je suis pas obligé d'y ajouter de la poésie. Les fleurs vont te faire voir. Voilà, c'est ça. On n'avait pas signé pour les fleurs. Oui, c'est un peu ça l'idée, quoi. Donc eux aussi, ça les prive de... Tu étais d'accord pour baiser, mais maintenant on va te faire foutre. Hein. C'est un peu ça, oui. Quelle horreur. Oui, la contractualisation de la sexualité, c'est quelque chose. Bon, Isabelle, vous avez mis les pieds dans le plat, bravo. Voilà. Avec plaisir. Merci Isabelle, en tout cas, de cet échange. Merci à vous. Allez, on fait une petite pause et on retrouve Eva qui a des enfants et qui justement veut revenir sur cette question de consentement. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est avec Stéphane Clerget, pédopsychiatre, qu'on se pose cette question. Comment aider nos ados à comprendre cette notion de consentement ? Eva, bonjour. Oui, bonjour. Donc vous avez 2 enfants, hein, c'est ça ? Tout à fait. Dont un qui est bientôt majeur. Hein. Tout à fait. Et donc, par rapport à ce consentement ou cette question de la sexualité ou de la vie intime, je dirais que pour ma part, en tant que parent, j'essaye de glaner des informations au fur et à mesure du temps, parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, on peut avoir la volonté de discuter ouvertement de ces sujets, mais les adolescents ont besoin des fois d'aller explorer eux-mêmes, d'entendre, de voir et de pouvoir être réceptifs à des informations qui ne passent pas forcément par les parents. Donc, dans mon cas personnel, je dirais que j'essaye de glaner des informations, surtout sur le sens du respect. Et quand on parle de consentement, et tout à l'heure je vous entendais parler de poésie, si on découpe le mot, c'est consentir, et c'est le préfixe avec, et sentir. Et en fait, j'essaye de donner à mes enfants le sens de son ressenti à soi, d'être bien avec soi-même déjà, dans une relation à soi-même, complète,
et de se dire que le vecteur, je dirais, important, c'est quand on fait un acte, quel qu'il soit, vers l'autre, c'est d'être avec tout son être et savoir, se poser la question si on est vraiment bien, si on maintient son équilibre, et dès lors qu'on se sent en déséquilibre avec une situation donnée, alors à ce moment-là, elle ne nous convient pas. Voilà. Et donc après, sur le rapport à l'information, parce qu'elle circule de partout, j'essaye de donner des exemples grâce à mon entourage qui peut prôner certaines valeurs, et puis après de discuter et d'intégrer ces valeurs à l'intérieur de la cellule familiale pour que l'enfant, en grandissant, puisse faire ses propres choix et avoir des repères qui disent là j'ai eu ça, là j'ai eu ça, et puis aller chercher lui-même ces informations tout en gardant cette valeur de respect. Et sur les discussions qu'il peut y avoir, l'exposition, c'est pas forcément du contrôle, mais c'est une certaine vigilance, c'est une certaine discussion sur ce qu'on entend, sur ce qu'on dit, et les positionner, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça, etc. Si j'ai bien compris, vous, c'est un garçon qui est bientôt majeur. Alors j'ai deux enfants, une fille et un garçon, et c'est une fille qui est bientôt majeure. D'accord. Donc là, je peux pas savoir ce qui va se passer à l'âge adulte, mais en tout cas, ce que je sais, alors je ne sais pas si c'est une réussite ou non, parce qu'on n'est jamais dans la garantie, c'est ce rapport à soi. J'ai l'impression que finalement l'intégration du corps de ces enfants-là, elle se fait d'abord avec soi-même, et j'ai l'impression qu'ils ont compris, en tout cas, que d'abord je suis avec moi bien, et je suis prête à lâcher des situations qui ne me conviennent pas parce que j'ai un endroit où je peux m'exprimer. Si ça va pas, c'est-à-dire qu'ils peuvent quitter des situations sans forcément suivre ce qu'on va dire, ce qu'on va penser, ou des courants, par exemple, quand on va aller, les jeunes vont des fois se solliciter par des défis. Si on n'a pas d'oreilles qui vont nous écouter en disant ça je le sens pas trop, on va peut-être suivre ces courants-là qui ne nous conviennent pas, mais on a besoin d'appartenir à quelque chose ou à une situation. Et dans le cas de mes enfants, je pense qu'ils sont des personnes dans l'entourage qui prônent de belles valeurs, d'équilibre, et vers lequel ils peuvent se tourner. Et donc, s'il y a des situations qui ne vont pas, ils savent qu'ils peuvent s'en détacher sans aucun problème. Ça ne garantit peut-être pas tout, mais en tout cas, ça garantit le fait de ne pas se retrouver dans des situations pernicieuses dans lesquelles ils n'étaient pas à l'aise. Voilà. Oui, c'est très important ce que vous dites. C'est-à-dire que maintenant, l'éducation à la sexualité, ça va être ça. C'est l'éducation au ressenti, l'éducation au consentement, parce que pour le reste, les maladies sexuellement transmissibles ou le Kama Sutra, ils sont presque plus compétents que nous. En tout cas, ils apprennent ça à l'école. Donc là, vous avez insisté sur le ressentir pour savoir ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas. C'est évidemment fondamental. Mais après, il y a des choses, de mon point de vue, aussi assez pragmatiques, surtout quand on a des garçons. Et moi, je crois qu'il faut qu'on dise à son garçon s'il s'engage dans une relation avec un garçon, avec une fille, qu'il soit toujours, pour le protéger aussi légalement, à demander avant de faire. On demande avant d'embrasser, on demande avant de poser la main sur la cuisse ou sur les seins, on demande évidemment avant de pénétrer, on demande avant de lécher. Il va falloir qu'on leur apprenne ça, parce que si on leur apprend pas, ils sauront pas. Ils savent pas. Et en fait, j'ai un garçon qui est plus jeune, et donc je pense que ça commence très très jeune. Par exemple, j'ai envie de te faire un câlin. Je dis non. Là, à un moment donné, est-ce que je suis d'accord avec ça? Très bien. Et donc je profite de cette situation-là pour dire si tu as une fille en face de toi, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, sous prétexte que tu veux jouer, que toi, ça t'anime, il faut que la situation soit une équipe favorable pour tout le monde. Et si ça n'est pas favorable pour l'un des deux, alors la situation, elle doit être abandonnée. Et en fait, c'est au fur et à mesure, dans plein de situations de vie, que j'essaye d'amener les enfants à prendre conscience de leur fonctionnement du corps et de savoir que le fonctionnement du corps de l'autre, donc dans les relations de fratrie, c'est aussi par là que ça peut passer. Là, on t'a dit non, de ne pas rentrer dans la pièce. Là, on t'a dit, là, il y a l'intimité, là, il y a cette sensibilité. Et en fait, ça a plusieurs étages. Et tout au long de la vie,
qui, je pense, peut s'éduquer, en fait. C'est intéressant ce que vous dites, parce que si on arrive à vraiment transmettre ce message aux ados, ça voudra dire que dès le départ, c'est-à-dire dès le moment de l'adolescence, on comprendra que nos désirs ne sont pas forcément les désirs de l'autre. Et peut-être qu'on améliorera réellement la société. C'est peut-être un peu utopique ce que je suis en train de dire, mais au fond c'est ça, parce que quand on est ado, on a l'impression que le monde fonctionne comme nous, c'est assez, c'est assez naturel sur le plan psychologique. Oui. Et c'est vrai qu'aux garçons, il faut évidemment leur apprendre à respecter le désir de l'autre, mais il faut aussi leur apprendre, parce que ça on le fait pas du tout, à ce qu'on respecte aussi leur désir. C'est-à-dire que les garçons, par contre, se posent pas assez la question de leur consentement. Et ils se font faire des choses par des filles, parfois par des garçons, alors qu'ils sont pas consentants. Et alors ça pose ou non des problèmes, mais on parle jamais du consentement des garçons. En fait, ils ont une sensibilité, on voit quand ils grandissent, sur lequel ils ne s'écoutent pas, parce qu'il y a une notion de point commun de ce qu'on dit, de ce qu'on va prôner pour les garçons. Alors, il faut être dans la performance, alors qu'en fait... C'est-à-dire qu'on oublie une chose. On parle toujours de la difficulté aux filles de devenir des femmes qui savent dire non, etc. Mais on oublie aussi la difficulté pour les garçons de savoir ce que c'est que la virilité, de se construire en tant qu'homme. Alors, je sais bien que Simone de Beauvoir avait dit qu'aucun garçon se pose la question de ce que c'est qu'être un homme. Moi, je suis pas sûre. Non, mais excusez-moi. Je ne fais que citer Simone de Beauvoir. Elle se trompe. Je crois qu'elle se trompe, parce que quand elle dit on ne naît pas femme, on le devient, mais je crois pas que non plus. Je crois qu'on a aussi besoin de. Je pense qu'on le devient aussi. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'on oublie. On a un peu tendance aujourd'hui à oublier que pour les garçons actuellement, c'est aussi difficile, peut-être que pour les filles. Oui, puis il y a une autre notion sur laquelle, quand il y a le développement de la puberté, il y a un fonctionnement du corps qui n'est pas forcément compris. Et donc, je me permets, parce que je travaille auprès de jeunes, voilà, et on va avoir un effet de mode, ça se bouscule et on va essayer. Et en fait, quand on parle de consentement, c'est à quoi on dit oui. Parce que des fois, on peut dire oui en disant, tiens, je vais relever un défi. Mais il y a une partie de nous qui dit non. Et là, c'est apprendre à connaître toutes les parties de nous auquel on dit oui ou non, et là, à ce moment-là, je crois que... excusez-moi Eva, mais je crois que là, on est complètement dans une utopie. On peut pas, à 16 ans, 17 ans, connaître toutes les parties de nous. On sait pas qui on est à 17 ans, 16 ans. Et est-ce que pour autant, il faut s'empêcher de vivre des expériences qui, peut-être, ne seront pas tout à fait positives? Vous voyez, c'est tout le danger. Pour savoir ce qu'on aime ou pas, il faut parfois goûter. Il faut parfois goûter, oui, absolument. Donc c'est pour ça, c'est compliqué, quoi. On voudrait... Moi, c'est un petit peu ce qui me gêne, c'est qu'on voudrait être dans du réel sur des choses qui ne sont absolument pas concrètes, quoi. La sensualité, les émotions, qui sont pas encore connues, qui sont pas sues. Et la difficulté de tout ça. Moi j'ai peur qu'il y ait finalement beaucoup d'ados qui vont du coup rester vierges très longtemps par peur justement de peut-être faire quelque chose dont ils ne seraient pas totalement consentants. On sait que les jeunes baissent de moins en moins. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu allé un peu trop dans ce sens-là? La question se pose en tout cas. Merci Eva. Et puis la question de devinette du jour, elle m'amuse beaucoup aussi celle-ci. Comment on appelle le sperme d'un poulet, Stéphane Clerget? C'est la devinette du jour. Pourtant c'est facile à trouver de trouver la réponse. Mais vous avez le temps, des infos pour trouver la réponse. Et puis bien sûr, continuez à venir donner votre avis. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée cette question de consentement? Comment la faire comprendre aux ados? Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. On se retrouve tout de suite après les infos et la réponse de Stéphane Clerget. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Stéphane Clerget aujourd'hui. Nous évoquons la question du consentement qui évidemment est de plus en plus dans les débats. On sait que de nombreux jeunes se posent la question justement quand est-ce qu'il faut demander, à quel moment, et puis peut-être tout au long du flirt et du rapport sexuel. Stéphane Clerget, vous êtes pédopsychiatre, vous recevez évidemment beaucoup d'ados qui sont justement dans ce questionnement-là. On va donner la parole à Delphine justement dans un instant qui a eu une situation un peu compliquée avec son fils aîné. Mais je crois que vous avez trouvé la réponse à ma devinette. Comment on appelle le sperme d'un policier?
Ah, d'un policier, je crois que c'était d'un poulet. Non, d'un policier. Ah, j'avais compris d'un poulet, mais au sens de policier. Non, moi j'étais vraiment sur le poulet, donc j'allais dire du blanc de poulet. Mais... Bah oui, mais c'est exactement la bonne réponse. Puisqu'on dit bien que on parle de poulet quand on parle de policier. Donc le sperme d'un policier, ça s'appelle du blanc de poulet. Okay. Vous avez gagné, absolument. J'ai gagné un poulet. Si vous voulez. Ou du sperme de policier, je ne sais pas, vous choisissez. Moi, je préfère la cuisse au blanc, moi. Vous préférez la cuisse, oui. Bon. Bonjour Delphine. Et puis aujourd'hui, dire qu'on préfère le blanc, c'est un peu suspect. Il faut faire attention. On risque. Bon, une cuisse bien grillée, alors. N'est-ce pas? Bonjour Delphine. Bonjour Brigitte, bonjour à Stéphane Clerget. Je suis ravie de pouvoir intervenir avec Stéphane Clerget parce qu'il m'a accompagnée en tant que maman dans ses diverses interventions. C'est une personne que j'apprécie de Vous avez bien raison. Suivre. Il a écrit un livre formidable, je ne sais pas si on le trouve encore, Nos enfants ont aussi un sexe. C'est un livre clé que vous avez écrit il y a déjà pas mal d'années, hein, Stéphane Clerget. Qui était très très important et qui était assez en avance par rapport à l'époque. Autant aujourd'hui, évidemment, qu'on ne cesse de répéter aux enfants que leur corps leur appartient, mais c'était un livre assez pointueux pour l'époque, je trouve. Votre dernier, c'était cet hyper sensible, hyper amoureux aux éditions de La Musardine. Voilà, mais c'est vrai que les livres de Stéphane sont toujours très, très intelligents. Vous avez raison, Delphine. Félicitons Stéphane Clerget. Donc voilà, et moi le premier livre que j'ai acheté à mon aîné, ça a été le guide du zizi sexuel de Titeuf. Parce que ça permettait, je le sentais déjà très intrigué par toutes ces parties de corps différentes entre les filles et les garçons. Donc pour essayer de dédramatiser, bien que si, un petit peu, parce qu'on a tendance... C'est une bonne idée. Il avait quel âge quand vous lui offrez le guide du zizi? Il devait avoir entre 8 et 10 ans. Vous savez, c'est la période où dès qu'on leur dit pipi, caca, prout, ils rigolent, ils sont... sexe, c'est... Oh, qu'est-ce que c'est ça? Enfin bon, ils sont persuadés d'arriver dans des conversations... très étrange, donc j'ai essayé de dédramatiser toute cette communication pour qu'elle soit la plus simple possible avec moi, parce que j'ai 2 garçons, donc déjà aller discuter en tant que maman de sexualité avec son garçon, c'est toujours quelque chose de délicat, parce que je veux pas qu'ils sentent que j'aille m'immiscer dans leur intimité, mais plus que j'essaye de les accompagner dans ce qu'ils vont découvrir, en fait. Et bon, moi, d'autant que j'ai eu un petit garçon très jeune, j'avais 18 ans quand j'ai accouché de mon aîné, donc j'avais aussi moi mes découvertes à voir. Donc on a grandi un petit peu tous les deux. C'est souvent ce que je lui dis. Je fais, tu m'as aidé à grandir autant que je t'ai aidé à grandir. Mais on était relativement complices. On l'est toujours d'ailleurs. Il a quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, il a 27 ans. J'ai 2 garçons. J'en ai un qui a 27 ans et l'autre qui a 19 ans. Non, il vient d'avoir 28 ans. Ça passe trop vite, je les vois pas grandir. Et donc, moi j'ai deux cas bien différents, et où on voit le changement d'époque, en fait, le changement de paradigme, j'ai envie de dire. J'ai le grand qui est très affable, très communicant. Très charmeur. Déjà, il charmait beaucoup sa maman, donc il n'avait pas trop de difficultés à aller vers les jeunes filles, qui a eu l'occasion de rencontrer une jeune femme, enfin une jeune fille, parce que lui, à l'époque, il avait 17 ans, et qui était... que j'ai eu l'occasion de rencontrer, que j'observais, et j'avais une difficulté à déterminer son âge, parce qu'elle était déjà bien développée pour une jeune fille, quoi. Elle avait plus la stature d'une jeune femme qu'une adolescente. Et donc on avait déjà eu l'occasion de discuter de sexualité et donc de notions. Alors
on n'était pas trop il y a 10 ans dans la notion de consentement, mais j'essayais de lui faire entendre qu'il fallait que il prête attention déjà à sa sécurité au niveau santé, donc avec le préservatif, et puis au consentement, à l'accord. Je disais pas consentement à l'époque, j'appuyais sur le fait. Oui, mais vous avez raison, il y a 10 ans, c'était un terme pas encore du tout abordé. Non, je me souviens pas de lui avoir parlé de consentement. J'en parle plus avec le plus jeune. Là. Ça fait quoi, Stéphane Clerget? Ça fait 3-4 ans que ce terme est sur le devant de la scène. Oui, pas plus. Et donc, on avait déjà eu l'occasion de discuter de cette phase critique, parce que je le voyais à 17 ans commencer à tourner autour des jeunes femmes, et que je voulais qu'il soit conscient qu'il avait la responsabilité de bien s'assurer que les deux étaient consentants, donc étaient d'accord. Mais voyez, Delphine, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où une mère, donc une femme, dit à son garçon qu'il faut faire attention que la femme ou sa petite amie, bref, on l'appelle comme on veut, soit d'accord, le garçon l'entend. Je crois que le problème souvent des garçons qui ne savent pas respecter les filles, c'est parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir une mère qui leur tient ce discours-là. Non, vous pensez pas, Stéphane Clerget? Oui, c'est ça, et qui leur a appris à respecter l'autre aussi. C'est d'abord ça, l'éducation à la sexualité avec les jeunes enfants. C'est quand on parle du mariage, on leur dit pour se marier avec quelqu'un, il faut que cette personne soit d'accord, mais aussi quand il veut nous prendre des choses, ou quand, on l'a dit tout à l'heure, quand il veut nous faire un câlin, il faut qu'il s'assure que l'autre soit toujours d'accord d'une manière un peu générale. Donc avoir l'accord de l'autre, c'est déjà les préparer au consentement quand ils seront adolescents. C'est la base, oui. Et donc on avait eu cette discussion-là, et puis aussi je lui avais indiqué, puisque j'avais pu constater par mégarde que sur des moyens électroniques sur son ordinateur, il y avait eu visionnage de pornographie. Je lui ai rappelé au passage que ce qu'il voyait dans la pornographie était aux antipodes de ce qui allait se passer en réalité. Donc il fallait qu'il prenne conscience qu'il n'allait pas pouvoir, et lui, et pour lui avoir une performance similaire à ce qu'il avait pu voir, et que la jeune fille allait accepter l'intégralité de ce qu'il avait vu aussi. Bien sûr. Donc c'est vrai, vous avez raison, le consentement dans le porno, c'est pas très présent. Dans les relations sexuelles, on demande pas. Alors peut-être qu'ils ont signé un contrat avant autorisant tout, mais on sait maintenant avec les plaintes pour viol que c'était malheureusement pas le cas. Forcément ça, ouais. Et puis alors même moralement, on les entend pas demander et tu es d'accord Non. Faudrait faire créer du porno avec les notions de consentement. Éducatif. Mais oui, pourquoi pas. Oui, ça pourrait fonctionner, c'est sûr. Et donc est arrivée cette jeune femme dans son environnement, et il a commencé à devenir un petit peu pressant sur l'idée de la faire venir dormir à la maison quand nous étions et potentiellement à l'extérieur. Et une fois, 2 fois. Écoute, moi... oui, je vais pas te laisser aller découvrir ta sexualité dans une voiture ou ailleurs. J'ai pas forcément envie que tu vives ça de cette façon-là. Par contre, je veux que les parents soient avertis, que ses parents soient avertis, que tous les adultes qui sont des responsables autour de vous soient conscients de ce qui peut potentiellement s'engager. Et il m'avait certifié que oui, les parents étaient avertis. Bon. Évidemment, c'est un garçon de 17 ans, et maman un peu jeune, naïvement, j'ai concédé que tout le monde était averti. Et puis, premier week-end passé, et j'ai évidemment compris qu'il y avait eu une relation sexuelle entre les 2 protagonistes. Et puis là, j'ai commencé à avoir un peu plus de contact avec la jeune fille, et j'ai réalisé dans ses modes de fonctionnement qu'elle n'avait pas la maturité psychologique de son corps, en fait. Oui. Et je me suis mis à discuter avec elle, et puis à lui poser des questions, et puis j'ai réalisé que par rapport à la classe dans laquelle elle était bien en deçà de l'âge de mon fils, voire en deçà de l'âge juridique qui permet d'avoir un consentement. Oui, elle n'avait pas 15 ans. Elle n'avait pas 15 ans. Oui. C'est tout à fait, elle n'avait pas 15 ans. Et je pense qu'elle était plus partie dans l'idée de moi je l'ai fait,
à cette époque-là, il fallait impérativement passer par le tampon. J'ai eu un rapport sexuel ou j'ai baisé, comme vous pouvez le dire des fois. Et donc, du coup, j'ai réalisé ce que j'avais autorisé sans prendre l'entièreté de la situation en considération. J'étais un petit peu en colère et j'ai essayé de lui faire prendre conscience que ce qu'il avait fait, c'était pas responsable, parce que la jeune fille, dans le contexte de son âge, pouvait à tout moment se retourner sur lui pour dénoncer ce qui s'était passé. Et t'en est venu évidemment des discussions un petit peu scabreuses et de la colère des deux côtés, parce que ne voulant plus entendre mon fils ne voulant plus entendre raison, il avait tellement l'impression que je le privais d'un droit qu'il avait de vivre avec sa compagne, cette jeune fille. Bah, vous étiez un peu rabat-joie, oui, pour lui. Oui, j'ai mis un cadre et puis au bout d'un moment, il voulait le mien et il ne voulait plus l'entendre. Donc, j'ai appliqué le cadre juridique en lui disant, tant qu'elle n'aura pas 15 ans, il est hors de question qu'elle revienne à la maison et il faut que ses parents soient au courant. Et si vous n'appliquez pas ça, c'est moi qui vais vers les parents et prévenir de la situation. Et c'est comme ça que j'ai réussi à qu'il entende raison, oui. Ouais. Qu'il entende raison et qu'il reprenne... Il s'est jamais rien passé de dramatique dans la relation. Les parents, je suis pas sûre que les parents de la jeune fille aient été avertis au final. Mais vous avez raison, elle aurait pu, si elle n'avait pas 15 ans, en effet, ça aurait pu être un vrai problème. C'est un vrai problème sur le plan juridique, c'est un peu un casse-tête pour ce qui est des relations entre adolescents qui ne sont pas majeurs tous les deux. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un de 17 et quelqu'un de 13. Et c'est vrai qu'on n'est pas très au fait de ce que dit la loi par rapport à ça quand il s'agit de relations consenties. On sait que la majorité sexuelle, c'est 15 ans, mais des relations entre adolescents non majeurs, c'est compliqué. Il y a par exemple des États où c'est accepté à partir du moment où il y a par exemple plus de 4 ans de différence. Donc entre 13 ans et 17, c'est possible. Ça, je crois que c'est au Canada. Mais ça change d'un pays à l'autre. Et c'est vrai que c'est compliqué. Donc il faut se renseigner. Que dit précisément la loi sur les relations sexuelles entre mineurs mais il aurait eu 18 ans, en effet, il aurait été susceptible d'être accusé pour abus sexuels sur mineurs. Oui, tout à fait. Oui. Mais en dessous de 18, c'est plus compliqué. Oui, c'est très variable. Merci en tout cas, Delphine. Comme quoi, pourtant vous étiez une mère attentive et vous aviez quand même donné beaucoup d'informations, comme quoi ils sont pas simples à gérer, les ados. Non, mais après, nous on fait ce qu'on peut aussi. Exactement, et je crois que vous aviez fait ce que vous pouviez. Merci beaucoup, Delphine, de ce témoignage. On se retrouve dans un instant. Vous continuez, vous aussi, à réagir au 0826 300 300. N'hésitez pas si vous avez envie de donner d'autres informations, et c'est ce que va faire, je crois, Ali, qui est d'origine malienne. On le retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Stéphane Clerget est avec nous, pédopsychiatre. Nous évoquons justement la poussée des hormones des ados et évidemment cette question de sentir si l'autre, le partenaire ou la partenaire est sur la même longueur d'onde. C'est pas simple. Alors ça dépend aussi beaucoup, je pense, de culture, des cultures, des époques, il me semble. Et c'est intéressant justement d'avoir le témoignage de Ali. Vous êtes d'origine malienne, je crois, Ali. Bonjour. Oui, tout à fait. Bonjour Brigitte et bonjour à votre invité, Monsieur Clerget. Bonjour. J'avais souhaité témoigner puisque c'est c'est vraiment ce qui nous a préparé, je veux dire, à notre vie sexuelle, c'est que nos parents, moi en tant que Malien, nous ont tous les deux d'ailleurs, papa et maman, nous ont expliqué assez jeune d'ailleurs, j'avais 12-13 ans. Comment pouvait se passer des relations, on va dire, sans rentrer dans les détails crus, on va dire. Il y a une relation, on va dire, normale entre un jeune homme et une jeune fille. Et ce qui est intéressant, c'est que, si vous voulez, papa et maman ont été sur le même état d'esprit, le même niveau, et nous donnaient les mêmes consignes.
À savoir que il y avait tout d'abord du respect à avoir par rapport à la personne avec qui nous allions éventuellement avoir des relations. Et ce respect était très important puisque il nous a permis, enfin moi il m'a permis tout au long de ma vie ensuite d'adulte d'avoir fait quelque chose qui pour moi était naturel, c'est-à-dire qu'il y avait tout d'abord beaucoup de dialogue et puis surtout à aucun moment quelque chose de forcé, c'est-à-dire que par voie de conséquence, on demandait ce qui était possible, ce qui n'était pas, si elle acceptait, si elle n'acceptait pas et dans quelles conditions. Et enfin nous personnellement, ça nous a jamais posé problème. Donc le consentement, comme il est entendu dans le entre guillemets en Europe, chez nous c'était quelque chose de très très naturel. Oui, mais je crois, et ça me paraît vraiment. Merci de témoigner, Ali. Je crois que dans beaucoup de cultures en Afrique, la sexualité est plus naturelle et plus simple que dans le monde occidental. Non. Et donc il n'y avait pas, on n'a jamais eu à l'esprit cet état d'esprit de dire je vais pouvoir faire ce que je veux. En fait, il y avait toujours un partage de nos souhaits. Et ça, je trouve que c'est d'une grande richesse. Et puis, en fait, ce sont nos parents qui, on va dire avec le recul nécessaire, nous ont inculqué l'éducation sexuelle comme il me semble elle devrait être proposée aux jeunes adolescents, puisque moi je n'ai jamais eu de problème particulier avec cela. Oui, ce que je crois qu'on entend, Ali, c'est que vos parents, quand vous avez 12-13 ans, vous parlent de sexualité comme ils vous auraient parlé de jardinage, quoi. C'était naturel. Voilà, il n'y avait pas de tabou, quoi. Enfin, c'était pas un sujet tabou. Et il est vrai que je comprends aussi que dans les milieux européens, en règle générale, il y ait ce problème. Mais je crois que, voilà, nos parents ont fait le nécessaire. Et puis, en fait, ça ne s'est pas passé sur une seule séance. Je veux dire, ça a été à plusieurs occasions, l'occasion justement autour, ça va vous faire rire peut-être, mais autour d'un feu, d'un feu de cheminée à l'époque, de parler de choses et d'autres, puisque nous n'avions pas la télévision. Mais c'était l'occasion, voilà, de parler de choses qui me paraissaient naturelles et qui m'ont tout au long de ma vie m'ont permis, voilà, d'avoir un équilibre à ce niveau-là et jamais de problème particulier avec les personnes avec qui j'ai pu avoir des relations. Voilà, c'était le témoignage que je souhaitais apporter. Et il me semble que les parents ont ce rôle à jouer, peut-être ne pas attendre le moment crucial, le moment critique, où là, justement, il risque d'y avoir des conflits. Alors ça, vous posez une question fondamentale que je vais évidemment poser à Stéphane Clerget en tant que pédopsychiatre. À quel âge on commence à parler de sexualité à ses enfants ? Moi, je suis un peu d'accord avec ce que j'ai compris du discours d'Ali, c'est-à-dire que finalement, on commence très très tôt, tout petit, évidemment, avec des mots adaptés. Mais quand on dit à un enfant que pour se marier, on peut se marier avec quelqu'un qui est d'accord, qui n'est pas de la famille et qui a plus de 15 ans, ça peut se dire à des enfants très jeunes. Et l'image du feu de camp, je trouve ça intéressant. L'idée, c'est qu'il y ait comme ça des dialogues des échanges un peu informels au sein de la famille. Et c'est de moins en moins facile aujourd'hui parce que même les enfants et les parents mangent plus ensemble, chacun mange de son côté, chacun devant son écran. Et c'est à l'occasion de ces rencontres avec des gens d'âge différents qu'on aborde des sujets divers, des sujets de société, notamment les sujets de la sexualité, devant l'enfant qui en profite. Il capte ce qu'il a besoin de capter, mais il entend ces notions de règles, de respect, de consentement qui peuvent être abordées à l'occasion de ces échanges informels. Donc bref, on commence à en parler très tôt, en parlant du respect, de l'accord de l'autre, mais bien sûr qu'avant la relation sexuelle proprement dit, quand l'adolescent devient pubère, on remet au goût du jour ces informations et si on n'en a pas parlé, eh bien on en parle à ce moment-là en rappelant ce qui est possible de faire et ce qui ne l'est pas. Absolument. Écoutez, merci Ali de cet éclairage. On voit bien toute la complexité en fonction des cultures, également de la manière dont les parents sont à l'aise ou pas avec la sexualité. On sait très bien qu'il y a des familles où la sexualité n'est pas simple et donc c'est difficile évidemment de transmettre le message. C'est plus facile quand les parents sont là tous les deux et ont une sexualité. Évidemment. Allez, on fait une petite pause. On va se retrouver pour le Love Conseil, pour le jouet intime et puis bien sûr vos témoignages. Vous aussi, n'hésitez pas à donner votre avis au 0826 300 300. À tout de suite.
cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Stéphane Clerget, on va donner quelques conseils pour une meilleure jouissance masculine. Comme ça, c'est important de comprendre que, par exemple, les préliminaires vont également augmenter le plaisir de l'homme et qu'il ne faut pas qu'il hésite à faire des pauses si jamais il a peur d'avoir une éjaculation surprise. Mais en effet, les préliminaires font monter le plaisir chez l'homme et on a tendance à oublier de le signaler. Ensuite, quand le plaisir vient, il faut rester complètement concentré sur son propre plaisir pour en savourer toute la quintessence et ne surtout pas stresser si elle ne jouit pas. Ce sera peut-être pour la prochaine fois. De toute façon, ça sert à rien de stresser. Et surtout, ce besoin d'une jouissance simultanée, c'est un des grands obstacles au plaisir sexuel de l'un comme de l'autre d'ailleurs, parce que si on guette trop ce que ressent l'autre, finalement on s'éloigne de ses propres sensations, et beaucoup d'hommes ont tendance justement à trop vouloir rester à ressentir ce que leur partenaire ressent. Alors d'abord souvent ils se plantent et puis en plus ça les éloigne de leurs propres sensations, donc c'est bien que l'homme apprenne aussi à connaître son corps, et notamment, et ça je crois que c'est un conseil sur lequel vous serez d'accord, à se masturber sans se débarrasser, si je puis dire. C'est la masturbation, ça peut aussi être un apprentissage de son ressenti et de sa montée de plaisir. Oui. Voilà. Et puis après, avoir des rapports plutôt réguliers, il vaut mieux que de rester trop longtemps sans avoir un rapport sexuel, évidemment. Et en même temps, il ne faut pas non plus que la sexualité ce soit un moyen de se déstresser et puis une sorte de somnifère pour bien dormir après. Oui. Il faut que ça reste quand même toujours une partie de plaisir. Voilà. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Merci d'être avec nous Stéphanie. Alors vous avez reçu un gros coffret, quand je dis gros, non il n'est pas gros mais il est grand, il y a beaucoup de choses dedans. Oui. C'est un petit peu un coffret découverte on pourrait dire. Oui, tout à fait, oui, c'est les premiers jouets, voilà. Donc c'est un coffret noir très... Je trouvais qu'il était très design et c'est mignon en fait. Il y a un petit ruban rose cartonné autour. Mes premiers sextoys. Voilà, avec un petit canard dessiné dessus. Mais il n'y a pas de canard dedans, c'est fini le canard. Oui, voilà. Et donc, j'avais beaucoup d'a priori, je dois le dire. Vous n'en aviez jamais essayé ? Non, du tout. D'accord, ah oui. Donc c'est pour ça que j'avais choisi ce coffret d'ailleurs. Vous avez bien fait. Donc il y a deux jouets. Il y a un jouet en forme de phallus qui vibre évidemment, violet. Et puis il y a ce qu'on appelle un womanizer, c'est-à-dire quelque chose qui fait un peu ventouse pour la vulve et plus particulièrement le clitoris. Donc voilà que j'arrive plus à l'arrêter comme toujours. Voilà. Alors emballé dans un joli papier rose en plus. Donc et voilà, l'emballage était très joli. J'ai remarqué une chose, Stéphane Clerget, quand on a une auditrice qui teste, elle a toujours beaucoup de plaisir si l'emballage est joli. Ah oui, pourquoi c'est important. N'est-ce pas Le paquet cadeau est très important, messieurs, ne l'oubliez jamais. Surtout, c'est les premiers jouets, donc... oui, on ouvre, on a la découverte, le plaisir de les préliminaires. Exactement. Oui, c'est ça. Oui. Exactement. Il y avait deux petits flacons pouce-pouce. Donc, il y avait un désinfectant et l'autre, c'était pour lubrifier, un lubrifiant. Oui, un lubrifiant pour utiliser le jouet et puis après, un flacon pour nettoyer le jouet. Exactement. Et donc, alors, j'avoue que j'ai moins utilisé... l'autre jouet que vous avez appelé Womanizer, oui. Exactement. Bon, je l'ai essayé une fois ou deux. Bon, moi, je savais pas trop bien m'en servir, etc. Mais bon, non, vous aviez envie d'utiliser plutôt vous préférez peut-être le violet à l'orange, Exactement. Et donc, voilà. Donc, puis peut-être les premières fois, bon, c'était plus simple. Ouais, c'était plus simple, je pense, pour moi.
Voilà, donc j'ai trouvé que c'était... Bon, déjà, il est de couleur violette et le petit dessus est jaune, je crois. Oui, absolument. Oui, oui. Voilà. Et donc, vous appuyez longuement sur le dessus, sur le bouton allume. Donc, il y a une première vibration. Et après, il y a plusieurs... je crois qu'il doit y avoir 2 autres vibrations. Il y a plusieurs... Je crois qu'il y a 4 modes de vibration et 6 vitesses d'utilisation. Voilà. Exactement. Voilà. Et donc, il est facile, je veux dire, d'utilisation pour les premières fois. C'est tout doux, hein, c'est une matière toute douce. Je veux dire, au niveau de, des dimensions, je trouve qu'il s'adapte. Il rejette pas. Oui, voilà, il rejette pas. C'est pas un gros truc qu'on débat. un truc qui vous saute à la figure, quoi. Voilà. Donc voilà, j'ai trouvé ça super sympathique. Écoutez, ça me semble en effet, d'après ce que vous dites, et puis en plus le prix est assez abordable puisque c'est 49,90 € pour démarrer les premiers sextoys, où ça peut être un joli cadeau à offrir à sa partenaire qui n'a pas encore utilisé de jouet. Ça fait pas peur, c'est facile d'utilisation. C'est vrai qu'il est très basique comme utilisation, hein. Moi j'ai trouvé, c'était une jolie surprise. Pour moi c'était une bonne découverte en fait. Voilà. Bon, écoutez, merci de l'avoir testé. Et puis vous resterez à tester le Womanizer à l'occasion. Hein. Vous verrez bien. On vous le laisse. Hein. De toute façon, c'est pour vous, c'est cadeau. Merci beaucoup. Merci surtout à ruedesplaisirs.com, hein, donc sur lequel on peut retrouver évidemment ce coffret. Mes premiers sextoys. Vous me dites juste la note que vous donnez à ce jouet, Stéphanie? Moi, je vais lui mettre 10, hein, puisque c'est mon premier jouet. Donc, 10 sur 10. Oui. D'accord. Écoutez, merci Stéphanie, en tout cas, de l'avoir testé pour nous. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, puis je vous souhaite une bonne journée, en tout cas. Merci, vous aussi. On continue avec Christophe, qui nous a rejoint. Bonjour Christophe. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Stéphane. Bonjour. Moi, par rapport au consentement, en fait, moi je pense qu'il faut partir dès le début, dès l'éducation, dès le petit âge. Pour le consentement, moi je vous prendre l'exemple que j'ai fait avec mes enfants, en fait, quand on allait au jardin pour enfants, s'il y a les jeux, s'il y avait déjà quelqu'un sur le jeu, on demande d'abord si on peut jouer avec la personne, on prend pas le jeu sans que la personne soit d'accord. Voilà, j'étais parti de là-dessus. Oui, vous partez du principe que le terme de consentement devrait déjà être utilisé sur d'autres choses que la sexualité. Voilà, déjà apprendre à l'enfant de respecter, en fait, quand on joue avec... souvent les enfants, quand ils ont un jouet et que le copain il a un autre jouet, ils veulent souvent le jouet du copain. Et je sais pas si c'est toujours pareil, hein, que ceux qu'on se sert pas, que quelqu'un se sert à notre place, on le reveut finalement. C'est vrai. Le fameux désir mimétique. C'est toujours plus intéressant ce qu'à l'autre que ce qu'on a soi-même. Et des fois, par exemple, mon fils, il voulait que la personne elle joue avec lui, mais la personne n'avait pas forcément envie de jouer avec lui. Et je lui dis, mais si elle n'a pas envie, tu la forces pas. Et quand ils sont petits, au début, ça les braque, mais après, ils comprennent. En lui disant, toi, tu aimerais que je te dise, t'aimes pas quand je te dis, viens, on va là-bas, que t'as pas envie d'y aller, que j'ai pas le choix de t'amener avec moi, t'aimes pas. Et pourtant, tu viens, mais bon, t'aimes pas. Mais, ton copain, qui veut pas venir jouer avec toi, c'est pareil. À part que lui, il a le choix, je lui dis. Oui, c'est assez juste. Hein. Oui, c'est vrai que la tolérance aussi à la frustration, supporter de ne pas avoir ce qu'on veut, c'est aussi important, même pour plus tard dans la sexualité. Quand l'autre nous dit non, il faut accepter, faut accepter le non. Et l'éducation à la frustration, c'est drôlement important, ça, avec les enfants. Oui, c'est sûr, la frustration. Après, je suis bien d'accord avec vous, parce que... moi, j'ai appris à être frustré tôt parce qu'on n'avait pas tout ce qu'on voulait. Après, tant mieux. Et j'ai appris à me débrouiller avec ce que j'avais. Il y a en effet la frustration, et puis il y a aussi cette notion qu'on oublie, je trouve, un petit peu aujourd'hui, que le plaisir d'attendre, d'avoir quelque chose donne parfois encore plus de prix à cette chose qu'on va avoir avec un petit peu d'attente. Et ça, c'est assez oublié aujourd'hui, et pourtant, ça a été prouvé. Hein. Oui. Ouais.
Le plaisir d'attendre, oui. Mais ça, on a ça avec Noël, parce qu'il faut attendre Noël. Le calendrier de l'Avent qu'il faut attendre aussi. Oui, mais c'est un bon truc, le calendrier de l'Avent. Oui, mais c'est... Vous avez... les petits bisous avant l'acte final, le calendrier de l'Avent. On a le droit à le petit bisou d'abord sur la joue, après sur le nez, après sur la bouche, après sur les seins, après... Bon. Et après, c'est le feu d'artifice, le 24. Le 24. Non, c'est le 22, c'est la journée de l'orgasme, le 22 décembre. Alors. Tant qu'à faire que ce soit ce jour-là. Bon, mais on va pas attendre le 22 décembre quand même. Une fois par an, ça fait pas beaucoup. C'est pas beaucoup, non, je vous l'accorde. Non, mais vous avez raison, Christophe. C'est une bonne manière aussi d'aborder ce terme de consentement par les. Et là, on peut en effet, avec des tout petits enfants, aborder ça. Et après, les enfants, quand ils sont prêts à entendre les réponses, ils posent souvent les questions. Après. En général, par exemple, sur Noël, par exemple, quand il me pose la question est-ce que le Père Noël existe, c'est qu'il n'est pas à attendre qu'il n'existe pas, par exemple. Ou qu'il existe, ça dépend aussi sur quel point de vue on se met, mais je pense que quand un enfant il pose la question, donc pareil pour le consentement, je pense que le jour où il pose la question, c'est qu'il est prêt à entendre la réponse. Oui, c'est assez vrai ce que vous dites. Ben, bravo Christophe, vous êtes plein de bon sens, c'est bien. Non mais c'est vrai, je trouve que finalement être parent c'est beaucoup de bon sens. Hein. Oui, mais du coup c'est vrai que la question du Père Noël, on peut, comme l'a dit Christophe, la déplacer sur la sexualité. Quand vous demandiez à quel moment il faut parler de ça, oui, quand l'enfant commence à poser des questions sur le sujet, oui. Eh ben, merci d'avoir apporté cette pierre à cet édifice délicat du consentement, Christophe. Merci beaucoup. Allez, une petite pause et puis on va conclure dans un instant, toujours avec Stéphane Clerget et bien sûr avec vous au 0826 300 300. À tout de suite. 4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Stéphane Clerget est avec nous, pédopsychiatre. On parle du consentement aujourd'hui. Moi, en préparant l'émission, je me suis souvenu d'une chanson qui a eu un certain succès d'ailleurs. Tu veux ou tu veux pas? Brigitte Bardot et Zanini. Exactement. Et quelque part, cette chanson finalement disait bien les choses d'une manière un peu humoristique, mais je trouve que on devrait la remettre un peu au goût du jour. Ça élèverait un peu le débat avec un peu plus de fantaisie et d'humour, non? Oui, c'est vrai que c'était assez clair. Si tu veux pas, tant pis, j'en ferai pas une maladie. Donc c'est un peu ça aussi, supporter la frustration. Oui, je trouve qu'elle était finalement bien. Et pourtant, ça remonte à, je sais pas, au moins 30 ans. Hein. Oui, peut-être plus, c'est les années 60. Peut-être pas. Enfin bon, bref, toujours est-il que 70, peut-être qu'il serait bien de la remettre au goût du jour. On pourrait poser, je sais pas, une jeune chanteuse, un jeune chanteur, on devrait lui dire remettez ça au goût. Oui, ça serait plus rigolo de demander les choses de cette manière-là qu'en signant un contrat, quoi. Donc ça va pour tout, pour le bisou et pour le reste. Bon, en tout cas, ce que vous vouliez aussi dire, Stéphane Clerget, c'est qu'il faut faire attention à l'alcool qui aujourd'hui est très répandu dans les parties entre jeunes, etc. Et qui finalement, en effet, lève toute notion de consentement finalement. Oui, c'est important et c'est vrai que l'alcool reste un problème chez les adolescents. Alors ils boivent plus comme leurs grands-parents du vin tous les jours. Ils prennent beaucoup d'alcool à l'occasion d'une soirée et c'est vrai qu'ils en boivent beaucoup. C'est un vrai problème de santé publique. Alors c'est vrai que l'alcool c'est assez bien toléré en France, on aime la fête, il faut bien que jeunesse se passe, etc. Mais il y a un vrai problème qui est qu'avec l'alcool, eh bien, on accepte des relations sexuelles qu'on aurait refusées sans l'alcool. Et le consentement, c'est ça aussi. Il faut qu'on s'assure que l'autre soit en état, que le consentement soit éclairé, c'est-à-dire que l'autre soit pas en état d'ivresse. Et le problème aussi, c'est que soi-même, quand on est en état d'ivresse, eh bien, on n'est pas forcément à l'écoute du désir de l'autre et on est beaucoup plus impatient et on peut faire des choses qu'on ne ferait pas quand on n'a pas bu. Donc,
il faut absolument qu'il y ait une mise en garde vis-à-vis des adolescents, et quand on leur dit de ne pas prendre d'alcool, ou en tout cas pas prendre plus de 2 verres par soirée, c'est parce que on a aussi la crainte qu'il y ait des relations sexuelles non consenties, et que là ça peut être dramatique. Donc il faut vraiment avoir ça en tête, et il faut que les jeunes aient bien conscience que même s'ils pensent bien supporter l'alcool, malheureusement, ils font des choses qu'ils n'auraient pas fait sans alcool. Oui, vous avez raison. On sait très bien que l'alcool a tendance à lever les inhibitions, à nous croire plus fort qu'on est, etc., etc. On connaît le discours sur le volant, sur le fait de ne pas conduire quand on a bu, mais c'est vrai qu'on n'entend pas tellement ce discours par rapport à la sexualité, et pourtant vous avez tout à fait raison. Oui, c'est important. Après, la question du consentement, ça rejoint aussi la personnalité. C'est vrai qu'il va y avoir des personnes qui sont plus à l'aise pour verbaliser les choses, et puis d'autres, prenons par exemple les hypersensibles, qui vont être parfois trop introvertis et ne pas oser dire ce qu'ils veulent ou ce qu'ils veulent pas, et qui peuvent avoir peur de blesser l'autre. Et donc c'est vrai que c'est aussi avec ces adolescents-là qu'il faut vraiment travailler le sujet et leur apprendre à ne pas craindre de blesser l'autre en disant ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ne veulent pas. Puis il y a toute la question aussi de la passivité de certaines jeunes filles qui finalement sont très passives, mais tout simplement parce que c'est comme ça qu'elles vivent la sexualité, et ça peut déstabiliser un garçon qui se dit bon, est-ce qu'elle veut pas, enfin c'est finalement très complexe au fond. Oui, parce que ça touche vraiment à la personnalité, à l'éducation, aux relations humaines, aux notions aussi un peu d'emprise, de séduction. Donc c'est un sujet très vaste finalement, le consentement, et c'est pas si simple de dire ce qu'on veut pas, et de demander l'accord de l'autre pour les différentes étapes dans une relation sexuelle. Et puis aussi un point important qu'il faut dire à son adolescent, c'est pas parce qu'on a des relations sexuelles régulières avec un ou une partenaire qu'il faut pas redemander à chaque fois. Parce que trop souvent, il y a cette notion comme ça de couple qui fait on est ensemble, donc j'ai tous les droits. Non. Malheureusement, le fait d'être, malheureusement ou heureusement, le fait d'être en couple avec quelqu'un, eh bien, ne nous donne pas tous les droits, et qu'il faut le consentement, c'est à chaque fois. Et donc là, on touche évidemment à la difficulté de communiquer sur la sexualité dans un couple. Et évidemment, quand on est jeune, c'est certainement encore plus difficile. Déjà, les adultes ont du mal. Oui, et bien sûr, communiquer dans un couple, c'est la base. Mais avant ça, il faut aussi communiquer avec son enfant, et il faut aussi que notre enfant nous voit aussi communiquer dans nos relations de couple. C'est-à-dire qu'on est aussi un modèle dans le couple. Quelle est la part du consentement, du respect du consentement au sein de notre couple, de père et de mère, ou de mère et de beau-père, par exemple, mais pas uniquement sur le plan sexuel. Finalement, quelle est la part d'échange, à quel moment, à quoi assiste notre enfant? Est-ce qu'il a l'impression qu'il y en a un qui vraiment commande l'autre? Oui, c'est la question de la domination et de la soumission. Quand on a été devant un couple où le père était très dominant, en tant que femme, on va avoir tendance à être assez soumise, ou au contraire à ne pas vouloir, évidemment. Et tout ça c'est aussi quelque chose qu'en tant qu'ado, on peut déjà se poser comme question, mais c'est pas simple. C'est pas simple, c'est-à-dire que, en tout cas, en tant que parent, il faut se la poser. Quel modèle de couple je donne à mon enfant? Et quand on est adolescent, effectivement, il faut se dire, est-ce que le modèle de mes parents est le modèle que je vais appliquer ou pas? Parce que les ados, ils n'ont pas forcément conscience à quel point ils sont imprégnés par le modèle parental, évidemment. Exactement. Et puis alors, il y a aussi une question. J'en avais débattu récemment avec une féministe qui était évidemment pas d'accord avec moi. Je disais, il faut faire attention aussi que quand une jeune fille accepte d'aller prendre un verre chez un jeune garçon, quelque part, elle accepte de rentrer dans son territoire, et pour lui, c'est déjà presque un oui consenti, ce qui n'est évidemment pas forcément le cas. Et pour peu qu'elle accepte déjà de un peu flirter, lui peut être emporté par sa pulsion, et puis finalement se conduire un petit peu de manière agressive. Et ça, c'est peut-être aussi important à signaler. Oui, à apprendre, c'est la prudence, c'est la prévention. Il faut expliquer à ses enfants qu'il vaut mieux prévenir que guérir, et ne pas se reposer toujours sur l'autre.
pas toujours se dire l'autre, c'est à lui de se retenir, c'est à lui de... Bien sûr, c'est à lui de se retenir, mais un accident est vite arrivé. Donc il faut mieux être prudent et prudente pour deux. Oui, et puis je crois qu'il faut rappeler ce que c'est que la pulsion sexuelle chez un jeune garçon, déjà chez un homme, mais chez un jeune garçon, ça peut être très 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 envahissant et c'est quand même des poussées de testostérone. Moi je suis pas garçon, j'ai pas été garçon, mais enfin c'est des moments quand même où la pulsion sexuelle peut être très envahissante. Donc oui, par définition, les adolescents maîtrisent mal leur pulsion, leurs envies, et s'ils se retrouvent effectivement dans des situations équivoques, ils peuvent avoir effectivement du mal à se contrôler. Donc il faut en avoir conscience et pas jouer avec le feu non plus. Voilà, c'est encore une fois, bien sûr, ça n'excuse rien, et je suis pas en train de dire que c'est pas de la faute du garçon, mais ça, enfin, et combien même c'est de sa faute, si c'est arrivé, si le malheur est arrivé, le malheur est arrivé, donc il vaut mieux éviter que le malheur n'arrive. Donc il vaut mieux prévenir les jeunes filles que on peut prendre un verre dans un café, mais peut-être pas aller prendre un verre chez un jeune garçon si on n'est pas décidé à... Oui, tout à l'heure vous parliez effectivement des cultures, des différences de culture, et c'est vrai que dans les éducations traditionnelles, on met davantage en garde peut-être les filles en tout cas sur cette dimension-là, où il faut être prudent pour deux. Oui, parce que encore une fois, c'est très compliqué pour une jeune fille à un moment donné de savoir stopper quelque chose qui va la dépasser. On sait qu'il y a des jeunes filles qui sont complètement impuissantes alors qu'elles n'ont absolument pas envie, et pourtant elles vont subir finalement par peur aussi. Parce que pour une jeune fille, une pulsion sexuelle masculine, ça peut être quelque chose de vécu comme étant très agressif. Oui. Et donc elle a peur, et du coup elle subit quelque chose qu'elle n'a pas envie de subir. Oui, surtout si elle a grandi dans un environnement très très soft, où tout le monde se contrôlait très bien. Elle imagine pas forcément que c'est un peu différent en dehors de chez elle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on laisse beaucoup de liberté sexuelle aux adolescents, et c'est heureux. On veut moins contrôler leur sexualité, mais du coup on les met peut-être pas suffisamment en garde contre les dangers. Peut-être que ça serait réellement enfin un sujet qu'on peut aborder dans les cours d'éducation à la sexualité, laisser tomber un petit peu les IST et la contraception et arriver sur ces débats-là, non ? Oui, j'espère en tout cas que les associations vont vers ça, vers l'apprentissage du consentement. En tant que fille, en tant que garçon, encore une fois, on doit avoir notre consentement, qu'on soit fille et garçon, et on doit demander le consentement de l'autre. Mais dans toutes ces formations-là, il ne faut pas non plus oublier l'autorisation du plaisir. Parce qu'avec tous ces interdits, ces précautions, bon... faut quand même rappeler que la sexualité, c'est quelque chose de très agréable. Est-ce qu'il faut consentir au plaisir aujourd'hui, Stéphane Clerget? C'est toute la question. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est encore, avec tout ce qui se passe sur la planète, on est 8 milliards et tout, vous avez dit le mot. Peut-être qu'il faut arrêter le plaisir, si c'est finalement plus d'actualité. Surtout pas, parce qu'après c'est la dépression. Donc vous avez dit le mot, il faut aussi apprendre le consentement au plaisir. Et je trouve que c'est une belle terminologie pour conclure cette émission. Je sais que vous préparez un livre sur le consentement. Bon courage. J'y réfléchis grâce à vous aussi. Bon courage. En tout cas, oui, je crois qu'on en a réellement besoin de votre livre. Vous avez entendu tout à l'heure une auditrice qui vous faisait l'éloge. Donc, peut-être que votre livre, il est très attendu par tous ceux qui nous écoutent. Sincèrement, oui, je pense que vous pouvez écrire un livre sur le consentement. Et alors, je vous donne une idée comme ça. Oui. Vous le faites recto verso, c'est-à-dire il y a un côté pour les filles, l'autre côté pour les garçons. Je pensais autre chose, recto verso. Non, j'ai l'esprit mal tourné, mais pas à ce point-là. Voilà. Bon, en tout cas, c'est un vrai sujet d'actualité. Je crois que il y a cette question-là qui perturbe beaucoup les jeunes actuellement. Puis il y a une autre question, peut-être que ce sera une émission prochainement, c'est la question du genre aussi, qui est particulièrement compliquée pour beaucoup d'ados. Oui. Mais bon, et le consentement a changé de genre, et le consentement de l'entourage. Oui. Bon, bref, en tout cas, on vit une époque
formidable. Oui, vous avez un peu hésité avant de le dire. Merci beaucoup Stéphane Clerget, en tout cas, merci de ces 2 heures passées ensemble. Eh bien, si vous le consentez, vous allez pouvoir écouter C'est votre avenir, et si vous le consentez, eh bien, nous serons demain avec Ugraine, avec un sujet intéressant, puisqu'on va parler de l'accouchement, qui est vécu peut-être un peu trop d'une manière idyllique aujourd'hui, alors que pour beaucoup de femmes, c'est quand même une sacrée épreuve. On en parle demain.